Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On a les micros? On n'a pas de micro? Je ne sais pas. On va faire sans micro. Alors nous allons voir ensemble comment la communication peut servir la transition écologique en nous focalisant sur un point en particulier, celui de la responsabilité de la communication et responsabilité du communicant. Alors à mes côtés pour débattre, Valérie Martin et Gildas Bonnel. Valérie Martin, vous êtes chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Alors l'ADEME, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Agence de la transition écologique, un établissement public sous la tutelle de 2 ministères, merci, celui de la transition écologique et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Gildas, vous êtes le président de CIDIES, une agence de communication experte en développement durable et en communication responsable, et vous êtes également président de la commission RSE de l'AACC pour Agence Conseil, Association des agences conseil en communication. Alors, quelques mots peut-être, avant de commencer, sur les enjeux actuels du secteur de la communication, qui est un secteur sous pression. La publicité fait depuis longtemps l'objet de nombreuses critiques de la part des écologistes, mais elles ont pris de l'ampleur depuis les discussions autour de la loi sur l'économie circulaire. En gros, on reproche à la publicité de promouvoir des produits polluants, de pousser à la surconsommation et au gaspillage des ressources naturelles. D'où un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, je les rappelle. En juin 2020, la Convention citoyenne pour le climat a proposé plusieurs mesures visant à interdire la publicité dans certains cas, à la réguler dans d'autres. En juin également, un collectif d'ONG environnementales a présenté un rapport intitulé Big Corpo pour encadrer la communication des multinationales. En juillet, c'est le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité qui a déposé une proposition de loi pour réduire, là encore, les incitations à la consommation. Et enfin, le gouvernement a commandé à 2 personnalités, dont Thierry Libart, expert en communication, un rapport sur la publicité à l'heure de la transition écologique. Ce rapport a été présenté en juin et il propose 23 mesures pour faire évoluer les pratiques du secteur. À cela s'ajoute aujourd'hui la crise sanitaire, la crise économique qui l'accompagne et la volonté du gouvernement de relancer la croissance par la consommation. Alors, dans ce contexte tendu, difficile, incertain, que peut faire à son niveau un communicant pour lutter contre le réchauffement climatique? Qu'est-ce qui est de son ressort, de sa responsabilité? Gildas, pour vous, la première chose à faire, c'est de mettre en place des éco-gestes et d'éco-concevoir la production des campagnes. Est-ce que c'est compliqué pour une agence ? Alors, merci Delphine. C'est surtout très compliqué de passer de cette vision du contexte actuel qui est un contexte très politique, vous venez de le rappeler, à cause de la relance par la consommation et la grande question posée par les accords de Paris, c'est le lien entre consommation et impact CO2. Donc on est avec une espèce de double injonction. Donc c'est difficile de suivre l'exercice qui consiste à se dire on est quand même attaqué de toutes parts. J'ai 2 casquettes, donc de temps en temps je mets ma casquette corporatiste puisque je suis représentant aussi du syndicat professionnel. On se retrouve avec sous le feu aujourd'hui, un feu nourri de plus que de questions, d'interpellations sur le fait que la publicité et la communication nuisent au climat. Donc, on va y revenir, je pense, avec Valérie, parce qu'on peut en débattre très longtemps tous les deux. Mais pour revenir à la question que vous posez, c'est finalement, et c'est vrai qu'ici à ProDurable, il faut le partager, qu'est-ce qu'on commence par circonscrire, en fait? Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas l'État qui décide si oui ou non on peut faire une publicité sur les SUV? Ce n'est pas notre job ici. Comment est-ce qu'on fait pour s'emparer de ce sujet-là? Donc, au sortir du Grenelle de l'environnement, on avait imaginé 3 piliers sur la responsabilité de la communication qui étaient 1, l'éco-conception, 2, les messages et 3, la gouvernance de nos entreprises.
je vais y revenir tout à l'heure, mais l'éco-conception, c'est quand même par là qu'on est rentrés, les pionniers, les experts, il y a 15 et 20 ans. C'est-à-dire qu'on se disait, est-ce que c'est mieux d'imprimer ou est-ce que c'est mieux de digitaliser ? Quand on fait un événement, est-ce que c'est bien finalement que les gens viennent en voiture ou est-ce qu'il vaut mieux le faire à distance ? Donc c'est vraiment le premier déclic que peut avoir un communicant chez l'annonceur ou en agence, c'est de se dire, OK, comment je mesure l'impact carbone ? Comment est-ce que j'ai une information sur la performance environnementale de mon choix de communicant ? Je ne sais pas si je suis clair, mais il y a plein d'exemples là-dessus. Entre autres, tiens, on est venu ici pour faire aussi la promotion du guide de la communication responsable de l'ADEME. Donc c'est l'ADEME qui a sorti ce guide. Je le fais pour toi, Valérie. Merci, il y a plein d'exemples là-dessus. Et en fait, les outils sont très documentés. Aujourd'hui, on a plein d'exemples. Alors, vous travaillez pour un outil d'actualité sur l'ACV, l'analyse du cycle de vie du papier, par exemple. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, vraiment que 2 mots, mais ça fait 15 ans qu'on pleure sur des informations chiffrées, sur l'analyse du cycle de vie. J'imagine qu'à Produrable, les gens savent ce que c'est. On va sourcer tout ce qui a contribué à la production et au service et à la fin de vie d'un produit. Et on va pouvoir le ramener en CO2 et le comparer. D'accord ? Cette analyse du cycle de vie, elle était nécessaire pour comparer le papier et le digital. Vous verrez, parce que ça devait être annoncé à Produrable, c'est un peu reporté, mais que finalement la dématérialisation est un faux ami et que parfois il est plus intéressant environnementalement de recevoir votre facture EDF ou votre relevé de compte bancaire par une facture papier parce que vous allez la retrouver dans un classeur plutôt qu'à les rechercher sur le cloud la même information. Donc ça, c'est des sujets qui pour nous communicants sont hyper importants et on était un peu dans le noir et maintenant on commence à être plus outillés. Valérie, je crois que vous avez également réalisé une étude sur l'impact des panneaux numériques qui se multiplient et qui sont très critiqués. Peut-être d'abord pour reprendre 2-3 choses de ce que tu as dit, Gildas. Je pense qu'il faut qu'on s'intéresse déjà à l'éco-socio-conception. La dimension sociétale ne peut pas être oubliée, surtout dans nos métiers. Quand on voit, et par surtout exemple, et surtout en ce moment, je veux dire, il y a eu des recommandations qui ont été également sorties par rapport peu au travail avec les influenceurs. Enfin, vous voyez tous à quoi je fais référence. Et c'est vrai que ça aussi, ça importe que nos métiers de ce côté-là prennent le recul nécessaire. Par ailleurs, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'intéresser simplement à la seule problématique du réchauffement climatique et du CO2. C'est plus globalement l'impact énergétique, l'impact environnemental, parce qu'il faut bien sûr aussi intégrer tout ce qui est lié à l'impact sur la biodiversité. Quand on parle ACV, on n'est bien sûr pas simplement réduit à cette seule dimension CO2, même si pour un confort de langage, c'est souvent ce que l'on va pouvoir dire. Ouais. Je remets ça en perspective de façon à ce que vous ayez bien ces choses-là en tête. Troisièmement, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, mieux on saura mesurer, plus la crédibilité des éléments d'information que le secteur va communiquer permettra de renforcer une certaine forme de confiance, puisque aujourd'hui, chacun peut y aller de ce qu'il a envie de dire. On voit apparaître des choses chouettes, on est neutre en carbone. Mais comment vous Valérie, on manque de mesures aujourd'hui, d'outils de mesure pour vraiment... Voilà, on a des efforts qui sont faits, mais c'est clair que si on ne mesure pas nos émissions et les impacts environnementaux, on ne pourra pas aller plus loin. Et il faudra avoir une trajectoire de réduction pour notre secteur si véritablement le secteur veut être crédible. Troisième point, tu parlais fort justement de tout ce qui va être lié aux ACV, mais aux ACV également d'une publicité. Je me rappelle en 1700, non je rigole, il y a 15 ans, avec Gildas, avec Havas, BETC, etc., on avait essayé de travailler là-dessus. On était sans doute trop pionniers, on n'avait pas tout ce qu'il fallait, etc. Aujourd'hui, on a par exemple le groupe Publicis qui essaye de son côté de monter une méthodologie. Donc il s'est fixé comme objectif d'avoir des campagnes 100% éco-conçues d'ici 2025. Voilà, on a aussi Havas qui a mis en place une démarche. Même principe, qui essaye d'évaluer l'impact de chaque média retenu dans son plan.
Côté annonceur, on peut peut-être parler 3 secondes de ce que fait BNP Paribas, qui essaye aussi de mesurer les émissions de gaz carboniques, donc de CO2 de leur publicité. Bref, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais tout comme l'expérience dont tu parles tout à l'heure, chacun fait ça un peu dans sa paroisse, si je puis dire. Or, aujourd'hui, on va avoir besoin aussi de vérifier, de faire des analyses critiques. De toute façon, c'est le principe même d'une ACV. Nous, de notre côté, on a travaillé sur tout ce qui était impact des panneaux lumineux. Il y a une étude qui est en cours. Alors, ce que je vous donne là, ce sont des premières tendances. Bien évidemment, ça nécessite d'être affiné. En plus, dans un contexte d'augmentation du numérique qui est extrêmement forte, je rappellerai les chiffres tout à l'heure. C'est double tous les 18 mois. Mais voilà, exactement. Et même à l'heure où, du fait de la crise sanitaire, le secteur des médias va connaître une baisse importante, ce n'est pas du tout ce que l'on prédit pour tout ce qui est publicité côté numérique. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, j'ai lu un certain nombre d'études. C'est bien notre inquiétude. Voilà, et donc il y a quand même un certain nombre de choses. Alors, sur les écrans LCD qui commencent à envahir les villes, on a calculé pour un écran LCD de 2 mètres sur 2, vous voyez, c'est pas très, très, très grand. Il consomme en gros plus de 2000 kWh par an. Et en gros, 2000 kWh par an, c'est proche de la consommation électrique d'un ménage, hors chauffage, bien sûr. Et aujourd'hui, les 1400 écrans publicitaires présents dans les métros, les gares, etc., ils consomment autant en un an que l'ensemble des écoles élémentaires d'un arrondissement moyen de Paris. Ce sont des chiffres qui sont, somme toute, assez importants. Et la fabrication d'un panneau, parce qu'il ne faut pas oublier, je veux dire, on parle de publicité, mais enfin, bon, il faut quand même fabriquer le support aussi. Il faut, en gros, 8 tonnes de matériaux pour un panneau de 200 kilos. Voilà, c'est des chiffres comme ça qui, au fur et à mesure qu'ils vont pouvoir être partagés, vont permettre de prendre conscience, déjà, de ce que cela signifie et de voir quelle est la nécessité, en plus du débat plus large, sur leur utilité, sur l'intrusion, etc., qui se fait jour aussi. Je ne prends pas parti pour le moment, mais en tout cas, du point de vue environnemental stricto sensu, l'empreinte, elle n'a rien d'immatériel. Il y a un réel impact. Oui. Alors, éco-concevoir des campagnes, c'est bien. Il y a des outils, certains sont en train d'être mis en place, mais il faut aussi s'interroger sur l'impact des messages véhiculés par la communication sur le contenu. À ce sujet, je voulais revenir sur un des points du rapport de Thierry Libart, qui note que pour la majorité des professionnels de la communication, la publicité ne façonne pas nos comportements. Elle n'est qu'un outil au service de la vente, rien d'autre, je cite, et que pour eux, il faut faire finalement confiance à l'intelligence du consommateur pour faire la part des choses. Gildas, qu'en pensez-vous ? C'est horrible. C'est horrible cette question, parce que c'est la question clé, en fait. C'est quand on est dans notre métier de communicant, en fait, on est tenté depuis 30 ans de se nourrir de ce qu'on appelle des insights consommateurs. Vous savez, c'est Danone qui, depuis 30 ans, fait goûter des yaourts aux consommateurs. Et le consommateur, il préfère toujours son palais. Maintenant, les neuroscientifiques nous l'expliquent. Il préfère toujours le plus sucré, le plus salé et le plus gras. C'est comme ça, c'est notre cerveau qui est fort. Et donc on se dit, c'est ce produit-là. Donc on est toujours tenté d'aller répondre à une attente du consommateur pour finalement satisfaire la demande. Et on a beaucoup de mal à se décranter de ça et de se dire, mais peut-être qu'on a une autre proposition à faire, qui est une proposition d'accompagnement vers un champ que le consommateur ne voudrait pas forcément. Parlons des SUV, puisque dans les propositions qui tombent aujourd'hui sur le secteur, il y a l'interdiction de la publicité pour le SUV. On n'a jamais vendu autant de SUV. Et quand on regarde ce que fait la publicité, je ne suis pas un publicitaire, moi, de métier, mais bon, je les connais bien. Maintenant, il y a une contrainte sur les constructeurs automobiles pour pousser leurs voitures hybrides ou électriques. Donc, c'est pas forcément corrélé, en fait. Donc, je reviens à la grande question de l'imaginaire et de la responsabilité des messages. Quand on a dit au début notre premier pilier de responsabilité, c'est l'éco-conception, très rapidement, on s'est dit, mais non. En fait, le fait qu'on imprime sur du papier FSC ou du papier PEFC, c'est pas énorme en termes d'impact dans notre métier de communication.
communicants. Ce qui est énorme, c'est qu'est-ce qu'on dit aux gens quand on met une affiche dans la rue, dans le métro, quand on a cette position incroyable, cette liberté incroyable de dire et d'acheter une part de voix, ça donne une très grande responsabilité. Et là, ici, on parle climat, on parle transition écologique, mais qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est Coca-Cola? Est-ce que le désir, c'est BMW? Qu'est-ce qu'on manipule, en fait, comme concept dans la société? Et là, aujourd'hui, on nous interpelle en nous disant « il faut vous contraindre » ou « il faut vous réguler ». Et ce n'est pas une question de petites phrases qu'on va mettre sous l'écran en disant « mangez, bougez, courez, mangez des fruits ». Ça ne sert à rien, tout le monde le sait. Toutes les études le prouvent. C'est vraiment une question culturelle que les communicants doivent être en mesure de comprendre que ce qu'ils véhiculent quand ils vendent une lessive, c'est pas forcément que ma lessive est mieux, moins chère, plus efficace, plus blanc que blanc, mais aussi qu'un homme fasse la lessive. Donc c'est un champ beaucoup plus vaste que le simple sujet écologique. Donc il y a une réelle responsabilité du publicitaire, même s'ils n'en ont pas forcément conscience. Valérie, vous surveillez avec l'ADEME de près les messages publicitaires, les messages des communications, et vous publiez aujourd'hui même le bilan ADEME à RPP. Donc c'est un bilan qui... Je salue Stéphane Martin, qui est le directeur général de la RPP, au deuxième rang. Un bilan qui examine si les publicités, les messages publicitaires sont conformes aux règles de la profession en matière de développement durable. Qu'en est-il aujourd'hui ? Peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Gildas, je sais, je suis une intervenante très casse-pied. En France, les dépenses publicitaires totales, c'est juste pour vous redonner le cadre dans lequel on joue, c'est 34 milliards d'euros par an en 2019. C'est un chiffre qui est quand même assez considérable. Donc, il y a bien un poids sur nos imaginaires qui est non négligeable. Enfin, je veux dire, c'est juste pour compléter oui, mais quand cet investissement est au service du bon végétal de Herta, ça participe aussi au changement de consommation de protéines en France. Non, mais c'est pour ça que ça doit poser la question. Bien sûr. Il y a un vrai potentiel. Comment est-ce qu'on drive ces investissements ? Exactement. Oui. Soit pour qu'ils jouent, en gros, plus en faveur de la transition écologique, en tout cas des objectifs d'une France neutre en carbone à l'horizon 2050, comme se plaît à le rappeler mon président Arnaud Leroy, ou pas. La transition écologique a besoin de publicité et de communication. De toute façon, la société, il ne s'agit pas d'interdire la publicité, ce n'est pas ça le débat. Ensuite, rappelons aussi quelques données clés sur ce que les Français attendent. Ils nous disent aujourd'hui que 88% des Français considèrent, c'est le rapport Greenflex 2019, 88% des Français pensent que les entreprises les poussent à la surconsommation. Gilles va me dire c'est quoi la surconsommation, mais c'est pas grave. Et 86% disent qu'ils aimeraient vivre dans une société où la consommation prendrait moins de place. Moi, c'est uniquement pour remettre en perspective quelques-uns de ces chiffres-là, et je pense que c'est important qu'on les garde aussi en tête, parce que ce n'est pas simplement une pression aujourd'hui qui se fait jour de la part d'un certain nombre d'activistes et de militants, disons ça comme ça, et de copains à mais nous. Mais c'est vraiment aujourd'hui la société civile, des experts, des scientifiques, à l'instar de Valérie Masson-Delmotte, par exemple, etc. Aujourd'hui, il y a quand même, si le débat est sur la table, c'est bien parce qu'il y a un ensemble de parties prenantes qui le prennent à bras-le-corps et qui nous le posent. Alors, qu'en est-il de ce bilan ? D'abord, c'est le 10e qu'on publie avec la RPP et Stéphane Martin. C'est un travail qui nous prend beaucoup de temps, d'énergie. On travaille aussi avec Mathieu Janisch. Et c'est vrai que c'est, pour nous, un moment important où on croise véritablement notre regard sur les publicités qui ont été diffusées. Alors, pour vous replacer, parce que vous n'êtes pas obligé de connaître le rapport par cœur, ça ne sort pas tout à fait tous les ans, mais tous les 18 mois, 2 ans, etc. Cette année, attention, c'est un rapport qui s'est fait à l'aune de la recommandation développement durable. Ça, vous pouvez enlever mon sac si vous voulez. À l'aune de la recommandation développement durable, 2019 en cours, pas de la nouvelle qui est en cours depuis le 1er août 2020. Je rappelle quand même que cette recommandation, c'est le texte que doit suivre toute agence de communication ou tout annonceur dès que nous utilisons un message qui parle d'environnement, d'écologie, de développement durable. Exactement. En médias, à ce moment-là, on doit regarder ce texte et se dire
est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit de passer ces messages ou ces représentations, d'accord? Donc ici, notez-le, c'est quand même hyper important. Vous n'avez pas le droit de passer une pub pour dire que cette bouteille est écologique, c'est interdit. En plus, c'est faux. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? On analyse sur 4 mois à peu près, comme on fait toujours la même chose, c'est facile. Sur 4 mois, les publicités, là, on en a analysé 26 000. On en a trouvé à peu près 897 qui ont un fondement d'allégation environnementale. En gros, c'est un taux de 3% et qui est stable, bien que nous ayons ajouté cette année pour la première fois les publicités sur YouTube. D'accord? C'est important, on avait ajouté un peu de Facebook, là on ajoute un peu de YouTube, etc. Le premier enseignement de ce bilan, c'est que, en gros, il n'y a plus, entre guillemets, que 88,4% des publicités qui sont conformes à la règle. C'est un taux en nette baisse par rapport à celui du bilan précédent, qui était nettement plus élevé puisqu'il était proche de 94%. Et c'est le taux, disons, le plus faible depuis 2010. Donc ça, c'est un premier enseignement. Ça signifie que le taux de non-conformité est en forte hausse. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que les 2/3 des manquements concernent le point 6 de la recommandation donc, de 2019, qui portait sur le vocabulaire. En un mot, tout le monde, joyeusement, utilise « bon pour la planète », écologique, etc. Je rappelle qu'il y a une demande de nuance. On peut être meilleur pour la planète, on peut être plus écologique. Parce que avec la RPP, ce que l'on fait, c'est que l'on étudie non pas le produit, mais on étudie bien la publicité. Donc ça veut dire qu'on a aussi bien des produits qui sont pas bons pour l'environnement, que des produits qui sont plutôt meilleurs pour l'environnement. Oui, il y a des produits très écolos qui se font toper. Exactement, parce que c'est la publicité. Parce que la traduction publicitaire est contrevenante. Voilà. Et cette année, alors qu'en 2017, on atteignait des sommets, eh bien, la représentation des véhicules motorisés dans les espaces naturels ne représente qu'une toute petite portion. Ça aussi, c'est un changement important. C'est un peu comme si les entreprises sentaient que cette problématique du développement durable montait sur le devant de la scène et donc voulaient s'en saisir, mais qu'elles voulaient peut-être dire aussi ce qu'elles-mêmes faisaient, mais en utilisant, à minima, un vocabulaire qui est non approprié et qui peut induire en erreur le consommateur. Ça, je pense que c'est hyper important. Alors, déjà, comment expliquer cette recrudescence des manquements? Est-ce que c'est un manque d'information, un manque de sensibilité? Une baisse de vigilance, déjà, de l'ensemble des acteurs. Je rappelle que dans l'affaire, les agences seules ne sont pas responsables. C'est bien un binôme. Il y a les annonceurs, il y a les agences, il y a quand même une baisse de vigilance. Non, mais il y a c'est aussi... pas une baisse de vigilance. Toutes les grandes agences sont de plus en plus formées. Non, mais faut qu'on... T'énerve pas. Non, mais je suis pas d'accord sur le terme de vigilance. Je pense pas que ce soit un problème de vigilance. Valérie, finissez votre lors de la conception, en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui se disent. Deuxièmement, la moitié des films diffusés sur YouTube que nous avons examinés, je parle bien là-dessus, là-dessus, ils ne sont pas conformes. Oui. Alors que pour les print et a fortiori pour la télévision, pour lequel l'avis de la RPP est obligatoire, sinon on ne passe pas en télé, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a que 10%. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Donc, est-ce que vous d'autant plus que c'est le format le plus consommé en France. Qu'est-ce que j'en déduis? Que peut-être, d'abord, il faudrait un peu plus de vigilance à tous ceux qui préparent justement ces contenus pour YouTube et que, sans aucun doute, le triptyque communication, marketing, RSE, pour ce qui est des grandes boîtes, se parle davantage, et de façon à valider aussi ces fameux films sur YouTube. Et on assiste enfin, pour la première fois, à un nombre de manquements conséquents dans les publi-reportages. Là aussi, des formats extrêmement intéressants pour les annonceurs qui peuvent comme ça faire de la pédagogie. Et bien, même combat. Ni YouTube, ni ces formats-là ne font l'objet aujourd'hui d'une demande d'avis
auprès de la RPP. Et donc, qui se joue du bon mot, qui envoie un certain nombre de choses, et comme en plus, à mon avis, il y aurait plutôt un manque de formation de la part d'un certain nombre des équipes qui travaillent sur ces sujets-là, on aboutit à ce résultat. Et donc, pour nous, c'est clair, il y a aujourd'hui besoin de se poser la question de la capacité des acteurs à se former, mais à aller plus loin pour comprendre quelle est leur responsabilité et pour pouvoir agir en conséquence. Gildas, quelle est votre lecture de... Elle m'énerve. Je suis d'accord avec toi, Valérie, mais ce qui m'énerve, en fait, c'est de la globalisation. Alors, quand même, pour être didactique, avant de vous passer la parole pour que vous réagissiez, parce que le sujet est très vaste, il faut savoir qu'on a une régulation qui marche très bien en France. On est très surveillé sur les grands canaux. C'est-à-dire que, encore une fois, s'il y a des annonceurs ou des agences dans la salle, si on vous confie une campagne de communication dès qu'il y a du média et que vous avez un argument environnemental ou développement durable, vous êtes obligé d'avoir un avis de la RPP, sinon vous risquez d'avoir des soucis avec votre publicité et avoir un petit enjeu de réputation. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a d'autres canaux qui s'ouvrent. Quand tu parles de YouTube, quand tu parles de Facebook, moi je sais pour l'industrie, ce n'est pas les mêmes agences, ce n'est pas les mêmes acteurs, ce ne sont pas les mêmes équipes. Et tout d'un coup, on se retrouve devant comment ça va se passer quand ça sera dérégulé, ou quand on va dire qu'il faut arrêter la publicité parce que ça agace les gens, parce que finalement il y a trop de publicité. Comment les marques vont faire? Comment ça va se balader en brand content, hein, vous savez, cette espèce de truc où on ne sait plus qui parle, si c'est une marque, en placement de produits, en influenceuse, etc. Donc on a besoin d'avoir un secteur qui soit extrêmement régulé, extrêmement contrôlé. Je félicite l'ADEME de faire ce boulot. J'arrête. Juste pour vous, je pense que le plus important à retenir, c'est, dans un message, c'est de ne pas globaliser. Voilà. Il faut avoir en tête que notre boulot de communicant, c'est de circonscrire très bien la connaissance des impacts d'un produit ou d'un service et de ne pas essayer d'en faire plus. C'est tout. C'est très, très simple et très basique. Et d'aller lire les bonnes règles qui sont sur le site de l'ARPP ou de l'AACC. Et peut-être avoir conscience que le professionnel a une responsabilité sociétale. Oui, mais les professionnels qui sont en agence de com ou à la direction de la communication de BNP Paribas, c'est des gens normaux, comme partout, avec la même représentation sociale et avec la même préoccupation aujourd'hui de faire que ça se passe bien et qu'on soit honnête dans notre travail. Donc c'est là où je me dis aussi que parfois, on est dans une société qui clive beaucoup et on aime bien trouver des gentils et des méchants. Je pense qu'aujourd'hui, des publicitaires dans les grandes agences, encore une fois, je ne les connais pas très bien, mais c'est des gens qui n'essaient pas de faire des blagues. Je pense qu'il n'y a pas que les grandes agences. Oui, dans le rapport, est-ce qu'il s'agit de quel type d'agence? Non, mais ça on a une idée ou pas? On ne l'a pas. On va regarder. On va regarder, mais peut-être que dans la version d'après, c'est peut-être des choses qu'il faut qu'on regarde, puisque ce sera à l'aune de la nouvelle reco. Moi, je pense qu'il y a aussi des petites agences qui font très bien leur boulot, c'est pas la question. Oui. Prenez des bonnes agences labellisées, qui sont engagées culturellement, qui forment leurs équipes. Très vigilants dans les achats. Il y a la question de la formation des équipes quand même, bien sûr. Qui se pose et qui est quand même, qui peut être grave de ce côté-là. Si les gens ne sont pas formés, comment font-ils pour communiquer sur ce sujet-là? C'est pas quand même en claquant des doigts qu'on va y arriver. Il y a besoin, et c'est pour ça qu'on a sorti aussi le bouquin, mais également sur la communication responsable et qu'on met aussi à destination des professionnels. Il y a des bons de commande sur le stand, sur mon stand, si vous voulez le commander en ligne. 12 €, c'est pas cher. C'est la Bible. Et pourquoi ça c'est important? Parce que si on ne comprend pas les grands enjeux du monde dans lequel on est, comment vous voulez faire pour développer une communication plus responsable? Ça, moi, j'y crois pas. Deuxièmement, aujourd'hui, je n'ai pas parlé de tout ce qui était les emailing, parce qu'on ne les étudie pas, etc. Bon, on vient, l'ADEME a porté plainte au JDP contre un annonceur. On s'en fiche du nom de l'annonceur, mais c'est parce que celui-là, on l'a repéré. Mais combien de fois, alors que la publicité était bien, il y en a un qui s'est lâché sur le titre du mail? Non, mais sincèrement, il faut un peu regarder ce que ça signifie pour les gens. Comment est-ce qu'ils vont recevoir ça? Et ça ne retire en rien l'offre qui, après, est parfaitement explicitée. Mais à quel moment, justement,
la direction de la communication, la direction du marketing, la direction de la RSE travaillent véritablement de concert. Il y a aussi Anaë Biscard qui est là de l'Union des marques et qui développe aujourd'hui dans le cadre du programme FAIR un outil qui va permettre là aussi d'accompagner les adhérents au programme FAIR. Je me fais vérifier les choses. Voilà, on partagera beaucoup plus largement, mais là aussi pour se poser les bonnes questions à toutes les étapes, de façon à ce que là aussi on ait des sortes de guides de bonnes pratiques. Il est hyper important de ce côté-là que l'on soit accompagné, que l'ensemble des communicants, on parle de la publicité, mais honnêtement, en matière événementielle, en matière d'édition ou autre, etc., les choses trappes sont nombreuses. Et on peut y tomber facilement dedans. Donc oui, il y a besoin d'une augmentation continue de notre niveau de compétence. Et là-dessus, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est ça la spécificité aussi autour du développement durable. Il ne faut pas croire que ce qu'on sait aujourd'hui, demain, ce sera exactement la même chose. Et cet apprentissage, cette pédagogie de la complexité, elle est aussi demandée de plus en plus. Et je suis désolée, en matière de formation, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Oui. Même si avec toi et avec la ACC, on va sortir un cours qui va permettre là aussi d'accompagner les choses. Est-ce qu'il n'y a pas, et on va peut-être terminer là-dessus avant de vous laisser la parole, est-ce qu'il n'y a pas aussi, Gildas, vous avez signé une tribune dans le magazine Stratégie où vous revendiquez l'idée que le communicant doit retrouver un rôle de conseil, arrêter d'être un prestataire docile et de faire du tam-tam, comme vous dites. Ça aussi, c'est un vrai enjeu. C'est aussi l'enjeu dans les stratégies des entreprises, qu'elles arrêtent de considérer que la communication est un passe-plat et qu'on est uniquement là pour prendre le brief en disant tiens, prends ça mon pote et puis fais savoir et fais vendre. Donc la communication, c'est aussi faire remonter à l'entreprise la connaissance des publics, la perception des citoyens consommateurs, la sensibilité du monde, quoi. C'est un poste de vigie extrêmement stratégique en ce moment. Donc oui, moi je pense qu'il faut absolument que les communicants aient le courage. Et puis j'espère pour mes petits camarades, parce qu'il y a des agences qui ne vont pas bien, mais il faut refuser des briefs. On ne gagne en valeur que parce qu'on est capable de dire « mais non ». Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas vendre ça. Vous allez vous allez pas durer longtemps. Très bien. Juste un petit point. Je pense que ce qu'il y a d'important, c'est ce qu'on essaye de vous dire avec Gildas, c'est aussi qu'on pense qu'on est à un moment charnière où quelque part, le secteur tout entier, on parle de la pub, mais le secteur de la communication tout entier, compte tenu de sa responsabilité, il doit faire sa mue, faire sa révolution. C'est un tournant majeur aujourd'hui. Et il en va de la crédibilité même de ce secteur, mais aussi d'une certaine manière de la confiance que les Français vont pouvoir aussi reprendre avec ce secteur. Parce que s'il n'y a pas de confiance, mais sincèrement, il n'y a pas de paix sociale. Il y aura... Non, mais ça, voilà. Et je pense que ça, c'est une chose importante 29% à dire. 29% des Français seulement croient le discours des entreprises. Donc, à un moment donné, c'est de notre responsabilité. Allez, on vous laisse réagir. La parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Le micro est là. Merci. Il ne faut pas toucher le micro ? Ok, alors. Bonjour, Elisabeth. Je suis Marc Thomasset de l'imprimerie Calligraphie, une imprimerie éco-responsable. Je voudrais savoir, sur vous trois, là, vous êtes des donneurs d'ordre, quelles sont les exigences que vous demandez aux imprimeurs quand vous faites de la communication papier ? Alors, pour les agences de communication, on a mis en place un référentiel qui donne aujourd'hui un label avec l'AFNOR qui s'appelle RSE Agence Active, et le sujet de tous les métiers de production, en fait, sont suivis, sont tracés et sont hyper importants. Et pour l'imprimerie, aujourd'hui, on regarde ISO 14001. On continue à donner des notes à Imprimevert, qui est un label qui est un peu, à mon avis, qui est un peu vieux, parce que, en tout cas, il a embarqué tout le marché. Mais on regarde surtout on regarde pas uniquement ces sujets purement écologiques, mais on regarde aussi la fidélité. On regarde les relations qu'ont les agences avec leurs prestataires.
parce qu'on est dans une chaîne de valeur assez fragile. Et donc, nous, on est très sensible, non pas uniquement aux arguments environnementaux, mais aussi aux règles d'achat responsable de l'agence vis-à-vis de ses prestataires. L'imprimerie en fait partie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Côté ADEME, ce qu'on fait, c'est que notamment pour tout ce qui va être appel d'offres, qui va concerner de l'impression, il y a un pourcentage qui est près de 40% donné à l'engagement, justement en matière de développement durable, que ce soit sur sa démarche environnementale ou sur l'offre en termes de papier ou en termes d'encre ou autre, etc., qui va permettre de départager les offres. Ça, c'est quelque chose d'important. Et quand on conçoit le document, l'idée, c'est aussi de minimiser, par exemple, les aplats de couleurs, les choses qui vont, ou les formats un peu bizarroïdes qui vont générer beaucoup de déchets. Je pense qu'il n'y a pas simplement la responsabilité que l'on va transférer chez l'imprimeur, mais il y a aussi notre responsabilité à nous dans le format d'édition que l'on va proposer. Il y a un autre point que je voudrais souligner qui me préoccupe beaucoup dans le cadre de ce référentiel, c'est qu'il y a encore beaucoup d'annonceurs qui reprennent l'achat du papier quand il y a des gros volumes. Donc ils ne laissent pas à l'agence la possibilité d'avoir ce filtre de conseil et de fléchage vers une impression plus responsable, et généralement française aussi ou européenne. Et donc on a aussi bien nommé et documenté le fait que même si on n'a pas les achats, nous fassions recommandation. Après, c'est de la responsabilité de l'annonceur de dire non, j'imprime en Chine dans des conditions avec du papier, je ne sais pas d'où il vient. Mais nous, notre boulot, notre responsabilité, c'est de dire, de faire recommandation sur le sujet. Bonjour. Vous avez mentionné 3 piliers donc d'engagement, donc l'éco-socio-conception, le message et la gouvernance. Quand vous parlez de gouvernance, c'est la gouvernance, c'est-à-dire au sein de... Là, c'est dans le cadre de ma fonction syndicale, c'est-à-dire pour le secteur des agences conseil en communication. La gouvernance, c'est tout ce qui fait relation avec la chaîne de valeur, entre autres, avec nos relations avec les annonceurs, les relations avec les prestataires, avec les freelances. Et c'est aussi toute la qualité de vie et la culture et tout l'aspect sociétal. On a des gros sujets. Moi, j'ai eu un gros sujet sur le burn-out. On a eu un très gros sujet sur le harcèlement moral, sexiste et sexuel. Énorme sujet. Bon, on a des gros sujets de société. Et voilà, ça fait partie de notre RSE. Merci. Puis ça veut dire plus globalement associer les parties prenantes, notamment quand on est sur un territoire donné ou autre, absolument, de façon à ne pas être uniquement dans une vision communautariste, quel que soit ce que vous mettez comme périmètre à communautariste. De ne pas hésiter à aller plus loin, à partager, à ne pas croire qu'on va avoir les bonnes réponses tout seul. Si on fait ça, de toute façon, on ne sera pas crédible. C'est toujours compliqué au départ d'apprendre à se parler, mais après, en règle générale, je trouve que cette co-construction nous permet d'aller plus loin. Bonjour, j'aurais voulu avoir votre avis sur la question des labels et des éco-scores, parce que c'est des super outils, je pense, pour pouvoir appuyer la communication et donner une indication consommateur. Maintenant, on voit qu'il y en a beaucoup qui se multiplient, qu'il y a des éco-scores qui sont autodéclarés, et du coup, le risque, c'est de perdre le consommateur, alors que l'intention était au contraire de le guider. Du coup, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus et les préconisations que vous auriez éventuellement sur ce sujet. Ça fait partie des mesures proposées, notamment par le rapport de... Je vais laisser Valérie répondre, mais depuis le Grenelle de l'environnement, c'est le sujet des faux labels ou de la multiplication des labels. Il y a deux sujets, en fait. Il y a le faux label, qui est quand même un vrai sujet de com, pour les communicants. C'est pas parce que tout d'un coup, on fait un petit zizi, un petit zozo rond avec marqué éco machin. À ce moment-là, là, vous êtes vraiment dans... C'est pernicieux, en fait. Vous faites des faux signaux aux consommateurs. Et le deuxième sujet, c'est la démultiplication des labels. Et là, je vais laisser l'ADEME répondre. Peut-être juste 2-3 petites choses. Dans le bilan qu'on a fait avec la RPP, c'est, disons, la créativité autour d'un certain nombre de ces labels, c'est la deuxième cause de manquement. Donc, soyons très clairs, il y a un enjeu extrêmement fort. Une créativité sur le faux label qui est extraordinaire.
C'est ça. Même nous, des fois, on pourrait s'y laisser prendre. Mais donc, vous voyez, ça, c'est déjà assez intéressant. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le rapport qu'on va publier avec Stéphane dans les minutes qui viennent, eh bien, c'est vrai qu'on le met en avant très clairement. Et ça fait partie, de toute façon, de la reco développement durable, puisqu'il ne faut pas là non plus induire en erreur le consommateur. Deuxièmement, c'est ce que vous dites là, c'est la question de l'affichage environnemental. Il y a une expérimentation, je veux dire des expérimentations qui sont en cours. La loi AGEC, de toute façon, les met en avant. Nous, on a sorti côté ADEME un guide des labels environnementaux, il est en ligne. On est en train de le finaliser et de le mettre à jour. De toute façon, dans le bouquin sur la com responsable, il y a le lien et vous le retrouvez aussi sur le site de l'ADEME. Donc pour nous, c'est extrêmement important. On travaille aussi sur un certain nombre d'éco-scores avec beta.gouv.fr de façon à essayer de travailler là-dessus sur des choses qui soient plus précises, hein, y compris dans le domaine de l'alimentation. J'aimerais aussi parler d'une expérimentation. Je veux dire que la crise sanitaire nous a empêchés de mener à son terme, ou en tout cas n'a pas permis d'exploiter. C'est avec le groupe TF1. On avait l'Union des marques, on avait l'ARP, on avait Aegis, il y avait nous. Bon, il devait y en avoir un autre, mais j'ai oublié et je le prie de m'en excuser. Qui était de dire, TF1 proposait une sorte d'écran un peu particulier pour ceux qui mettaient en avant des produits ayant un label environnemental reconnu et validé par l'ADEME dans son guide. D'accord ? Et là où c'était intéressant, c'est que ce n'était pas le truc écrit en 4:3, en Times 0,02 en bas, mais où véritablement, il y avait la mise en avant de cet écolabel de façon à ce que, là aussi, ça puisse faire une pédagogie pour le consommateur. On parlait tout à l'heure de comment la publicité, notamment, peut servir la transition écologique, justement en mettant en avant davantage ces produits qui disposent d'un véritable référentiel reconnu. Et ça, c'était assez intéressant. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. J'espère qu'on pourra reprendre cette expérimentation. Et là où je trouve que c'est fort, c'est quand un média comme TF1 souhaite s'engager dans ce type d'expérimentation. Donc c'est bien qu'il y a une demande, parce que d'après moi, ils ne font pas ça uniquement comme ça. Donc voilà, moi, en tout cas pour nous, il y a une véritable chasse au label supposé, parce que quand on est un consommateur, même averti, se retrouver dans la jungle des labels, ça nécessite parfois un petit travail de spéléo qui est un peu compliqué, d'où pour nous la nécessité de mettre en place ce guide que nous avons mis à jour. Et un étiquetage visuel type Nutri-Score ? C'est ça justement dans le cadre de la loi, avec tout ce qui va être lié à l'affichage environnemental des produits, également à terme l'indice de réparabilité. Également ce qui est en cours qui devra voir le jour au début 2021. De même, début 2021, si je ne me trompe pas, il va y avoir une nouvelle étiquette énergie, un peu plus facile à appréhender que le A+++, voilà, qui commençait à devenir un peu compliqué. Bref, aujourd'hui, il y a un travail, il y a un enjeu phénoménal sur justement tout ce qui est affichage environnemental. Il y a certaines entreprises qui ont déjà commencé à beaucoup travailler dessus. Je pense à L'Oréal, par exemple, où ils ont même publié des résultats de travaux par rapport à ce qu'ils avaient fait, de leur démarche. Je trouve que quand on est dans une démarche de publication de travaux, c'est vraiment, on est sur quelque chose d'un autre niveau qui est extrêmement intéressant. Mais après, il y a comment on va faire chez les distributeurs. Donc, il y a ça aussi où il va falloir faire en sorte de faire le passage de la façon la plus facile possible pour que le consommateur voit cette information, que le distributeur puisse véritablement la mettre en avant et pour que le producteur ou le metteur sur le marché donne la bonne information. Là aussi, on est bien sur cette question des parties prenantes, de leur articulation, mais la loi va nous y aider. Peut-être une dernière question. Je ne sais pas si on a le temps. Une dernière, je vois Alexandre. J'avais pas vu là-bas, Alexandre. derrière son masque. Oui, Alexandre Pache, Eco & Co.
il y a beaucoup d'annonceurs ici dans la salle, des responsables RSE, des responsables de communication, parfois nouveaux, c'est nouveau pour eux. Et il faut se mettre à leur place. C'est complexe tout ça. C'est très complexe. Et moi, je voudrais dire une chose, mais ça va dans le sens de ce que vous dites aussi. Ne pensez pas que vous y arriverez simplement en informant sur des faits et en étant sincère. C'est complexe. Il faut se faire conseiller. Et de préférence par effectivement des agences spécialisées, labellisées. Et il faut considérer ça comme de la communication sur la santé, comme de la communication médicale. Alors il n'existe pas d'autorisation de mise sur le marché pour les produits. On peut parfois le déplorer, mais il faut considérer ça comme ça. Et il faut vraiment, se faire conseiller. Merci. Si vous voulez, j'ai des bons de commande sur le stand C-Dièse qui est derrière le stand de la Poste pour le guide de l'ADEME. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Oui. Vous êtes Oui. On envoie ça. Je vais changer les... Salut. Oh, mais c'est sympa. Ça fait plaisir de voir. Il va bien? Oui. Merci. C'est vrai? Ouais. Oui, ça va. D'accord, oui. Qui support?